Fort-de-France, 1862. Une tempête venait de s'abattre sur les champs de canne à sucre lorsque le baron Luc de Montaigne trouva une esclave agonisante sur ses terres. « Ça fait mal là aussi, en bas », murmura-t-elle, honteuse. Et quand il écarta le tissu ensanglanté de sa robe, il se figea. Qu'est-ce que cet homme craint de toute la région a vu là qui a tout changé? Pourquoi un cruel propriétaire d'habitation risquerait-il sa réputation pour une esclave mourante? Le secret qu'Émeraude cachait sous la douleur pourrait détruire ou racheter le baron Luc à jamais. À vous qui regardez ou écoutez simplement cette histoire, dites-le-moi ici dans les commentaires. Êtes-vous au travail, à la maison, dans le bus, ou où êtes-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Si vous arrivez maintenant, soyez les bienvenus. Et si vous suivez déjà notre chaîne, merci pour votre soutien. Votre présence ici signifie beaucoup pour moi. Les champs de canne à sucre de l'habitation Sainte-Croix semblaient soupirer après la violente tempête qui avait balayé Fort-de-France toute la nuit. C'était ce type particulier de silence, lourd, dense, comme si la terre elle-même retenait son souffle. La terre rouge, latéritique, caractéristique de cette région, recouvrait tout comme du sang dilué, et le baron Luc de Montaigne parcourait les plantations, vérifiant les dégâts, ses bottes s'enfonçant à chaque pas dans ce rouge profond. À 38 ans, Luc était connu dans toute la Martinique comme un homme de fer. Héritier de l'une des plus grandes fortunes sucrières de Fort-de-France, il commandait plus de 200 esclaves avec une discipline implacable. Il n'avait jamais montré de faiblesse, n'avait jamais remis en question le système qui l'avait rendu riche. C'était, selon tous, le parfait propriétaire d'habitation, efficace, rentable, respecté et craint à parts égales. Le vent portait encore l'odeur de terre mouillée lorsque Luc entendit. Ce n'était pas vraiment un cri, c'était quelque chose de plus bas, de plus désespéré, un gémissement qui venait d'un être humain écrasé par une douleur plus grande que sa propre capacité à crier. Il s'arrêta, le cœur soudainement serré, et suivit le son à travers la forêt riveraine qui bordait la rivière Lézarde. Émeraude gisait sous un platane centenaire. Sa robe de toile de coton bleu était en lambeaux, complètement trempée et couverte de cette terre rouge qui ressemblait maintenant plus à du sang qu'à de la boue. Son corps était plié dans une position antinaturelle, comme si elle avait abandonné la lutte, mais ce fut son visage qui le frappa. Ses yeux écarquillés, non seulement de peur, mais d'une résignation si profonde qu'elle semblait avoir des siècles. Lorsque Luc s'approcha, elle tenta de s'éloigner, se traînant comme un animal blessé. Le mouvement lui arracha un cri étouffé. « S'il vous plaît » murmura-t-elle. Et sa voix était moins qu'un souffle. « S'il vous plaît, monsieur, je n'en peux plus. » Luc s'agenouilla dans la boue rouge, sentant le froid humide traverser le tissu fin de son pantalon. « Vous êtes blessé, j'ai besoin de savoir où, » dit-il, les mots sortant plus durement qu'il ne l'avait voulu. Émeraude ferma les yeux, 2 larmes coulant sur ses joues couvertes de boue. La honte était palpable, lourde. « Ma jambe, monsieur, ma hanche. » Elle fit une longue pause, tremblante, puis murmura si bas qu'il dut se pencher. « Mais ça fait mal là aussi, en bas. » Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle tempête. Luc connaissait les blessures. Il avait déjà vu des esclaves blessés lors d'accidents. Mais il y avait quelque chose dans cette confession étranglée de honte qui le toucha à un endroit qu'il ne savait plus exister en lui. « Laissez-moi voir », dit-il, sa voix différente maintenant. Plus douce, presque tendre. Avec des mains qui tremblèrent imperceptiblement, Luc écarta l'ourlet de la robe déchirée. Il trouva d'abord un hématome profond sur la cuisse, la peau enflée. Mais lorsqu'il déplaça un peu plus le tissu, cherchant l'origine de la douleur, il se figea complètement. Là, au caché sous des couches de boue sèche et de sang, il y avait une blessure profonde qui n'avait pas besoin d'être détaillée pour communiquer l'horreur. Mais ce ne fut pas seulement la blessure qui lui coupa le souffle. Ce furent les marques anciennes tout autour,
une carte de cicatrice qui racontait des histoires qu'il avait toujours su exister, mais qu'il avait choisi de ne pas voir. Vieille brûlure, marque qui ne venait pas d'accident, mais de mains humaines, exerçant un pouvoir sur un corps sans défense. Luc recula comme s'il avait été brûlé. Combien de fois avait-il vu des esclaves blessés et avait-il simplement ordonné un traitement sans vraiment regarder? Combien de fois avait-il fermé les yeux parce qu'il était plus commode de ne pas savoir? « Pardon » murmura Émeraude. Et ce mot frappa Luc comme un coup de poing dans l'estomac. Elle s'excusait d'être blessée, d'avoir besoin d'aide, d'exister. « Non, dit-il, la voix rauque. Ne vous excusez pas. » Il recouvrit la blessure avec un soin révérencieux, puis retira son propre veston de lin fin et le posa sur ses épaules tremblantes. Le geste les surprit tous les deux. « Vous allez mourir si ça s'infecte. Je dois vous emmener à la maison principale, » dit Luc, forçant la fermeté dans sa voix. Émeraude le regarda, les yeux écarquillés. « Monsieur, je me suis échappé de la plantation du commandeur Romain Leclerc. Si vous me ramenez, il va me tuer. Il a promis de me donner au contremaître et je ne pouvais pas. Je préférerais mourir ici. » Luc regarda cette femme brisée dans la boue rouge et prit une décision qui changerait tout. « Vous ne mourrez pas ici et vous ne retournerez nulle part. Pas tant que je pourrai l'empêcher. » Il la souleva dans ses bras, sentant à quel point elle était légère, trop légère, sous-alimentée. Émeraude retint son souffle de douleur, mais ne cria pas. Luc réalisa qu'elle avait probablement appris à étouffer les cris il y a longtemps. La marche de retour fut lente, chaque pas mesuré. Luc parlait doucement, racontant les fleurs qui reviendraient, les oiseaux qui chanteraient à nouveau. Émeraude ne répondit pas, mais il sentit son corps se détendre à peine au son de cette voix. Quand la grande maison blanche apparut à l'horizon, Émeraude commença à trembler violemment. « Monsieur, s'il vous plaît, ne me conduisez pas à me faire châtier. »« Vous resterez dans la maison principale, » l'interrompit Luc, un baron emmenant une esclave en fuite dans sa propre résidence. C'était un scandale en puissance, mais en regardant le visage d'Émeraude, Luc découvrit qu'il ne s'en souciait pas. Quelque chose s'était brisé en lui quand il avait vu ses cicatrices, quand il avait entendu ce pardon murmuré. Et il ne savait pas si c'était la rédemption ou la destruction qui l'attendait. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas tourner le dos. Pas cette fois. Plus jamais. Jacques, le majordome affranchi, les accueillit les yeux écarquillés, mais avec un professionnalisme impeccable. « De l'eau chaude, des linges propres, la boîte de médicaments de mon père, » ordonna rapidement Luc, « et préparez le salon. » Le salon, pas l'arrière de la maison. Jacques hésita une seule seconde avant d'acquiescer et de disparaître. Luc installa Émeraude sur le canapé en acajou avec des coussins de velours rouge. La boue humide tacha le tissu coûteux, mais il ne montra aucune inquiétude. Émeraude regardait autour d'elle, les murs avec du papier peint français, les chandeliers de cristal, les tableaux à l'huile. « Ce n'est pas bien cela, » murmura-t-elle, la peur dans la voix. « On va penser de mauvaises choses de vous, monsieur. » Luc s'agenouilla à côté du canapé, ses yeux rencontrant les siens. « Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Maintenant, vous devez me laisser prendre soin de vous. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. » Dans ce « s'il vous plaît », un baron demandant la permission à une esclave résidait toute la transformation à venir. Jacques apporta l'ancienne boîte en acajou de son père, des instruments que Luc avait vus être utilisés des centaines de fois, mais qu'il n'avait jamais touchés avec l'intention de guérir. « Cela va faire mal, » dit-il, regardant directement Émeraude. « Je dois nettoyer complètement. Si je ne le fais pas maintenant, l'infection peut vous tuer en quelques jours. »« Je vous fais confiance, monsieur, » dit-elle. Et ces 4 mots portaient le poids de toute une vie passée à n'avoir confiance en personne. Luc commença lentement, lavant la boue et le sang séché. L'eau de la bassine devenait rouge. Quand il versa de l'eau de vie sur la blessure nettoyée, le cri d'Émeraude résonna dans les murs, un son d'agonie pure qui fit même fermer les yeux brièvement à Jacques. « Pardon, » murmura Luc. « Pardon, mais je dois continuer. » Il travailla en silence,
retirant soigneusement tout ce qui pourrait causer une infection. Ses mains, qui signaient des ordres de châtiment sans trembler, tremblaient maintenant légèrement sous l'effort d'être doux. Émeraude ne pleura plus après ce premier cri. Elle mordait juste le linge que Jacques lui avait donné, ses yeux fixés sur le visage de Luc, comme si elle avait besoin de confirmer que c'était réel. Quand il eut enfin terminé, enroulant des bandages propres, Luc était couvert de sueur. Il prépara de l'opium dilué, tenant la tête d'Émeraude, tout en l'aidant à boire. Le geste était trop intime, trop attentionné. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle, sa voix devenant pâteuse. « Pourquoi vous souciez-vous » Luc resta silencieux, regardant ses mains tachées de son sang. « Parce que j'ai passé 38 ans à faire semblant de ne pas voir. J'ai fait semblant de ne pas savoir ce qui se passait. J'ai fait semblant que les esclaves n'étaient que des investissements. J'ai fait semblant que les marques que je voyais ne signifiaient rien. » Il leva les yeux. « Mais aujourd'hui, quand je vous ai vu dans cette boue, quand j'ai vu ces cicatrices, je n'ai plus pu faire semblant. »« Vous êtes différent maintenant ?» demanda-t-elle. Chaque mot était un effort contre le sommeil. « Je ne sais pas, » répondit Luc avec une honnêteté brutale. « Je ne sais pas si une personne peut vraiment changer, mais je sais que je ne peux pas vous laisser retourner à cet endroit. Je sais que votre vie a de l'importance, et peut-être que réaliser cela est le début de quelque chose. » Le sommeil vainquit Émeraude. Luc resta là, assis par terre à côté du canapé, observant son visage se détendre. Jacques s'approcha avec une chaise. « Monsieur le baron, vous avez besoin de vous reposer aussi. »« Non, je reste. Elle a besoin de voir un visage connu quand elle se réveillera. Elle a besoin de savoir que ce n'était pas un rêve. » Il regarda Jacques. « En 30 ans, m'avez-vous déjà vu faire preuve d'une réelle bonté envers un esclave ?» Le majordome hésita. « Monsieur a toujours été juste dans les limites de ce que la société considère comme juste. »« Juste. » Luc répéta le mot comme s'il testait son goût amer. « Juste signifie fouetter un homme seulement 10 fois au lieu de 20. Cela signifie les nourrir juste assez pour qu'ils ne meurent pas. » Jacques ne répondit pas, son silence était une réponse suffisante. « Le contremaître du commandeur Leclerc est-il venu ici ?» demanda Luc. « Il est venu à l'aube, cherchant une esclave en fuite. Il a dit que le commandeur paierait une récompense. J'ai dit que je n'avais vu personne. » Luc acquiesce. « Merci Jacques, je sais que cela pourrait vous causer des problèmes aussi. »« Le commandeur ne va pas abandonner facilement, » dit Jacques, l'inquiétude dans la voix. « Quand il découvrira qu'elle est ici, quand il découvrira, il devra m'affronter, et j'ai plus d'argent et plus d'influence que Romain Leclerc. » Il regarda de nouveau Émeraude, endormie. « Je peux acheter sa liberté. Tout homme a son prix, et la cupidité l'emporte toujours sur l'orgueil à la fin. » La nuit passa lentement. Luc resta éveillé, vérifiant les bandages toutes les heures. Il pensait à son père, médecin revenu aux Antilles avec des idées progressistes sur l'abolition, seulement pour être englouti par le système. Il pensait à sa mère, femme douce qui murmurait des prières pour les esclaves malades, mais n'avait jamais élevé la voix. Il pensait à lui-même, à des décennies de complaisance, et il pensait à Émeraude, à la façon dont elle s'était excusée d'être blessée, à la façon dont elle avait dit « Je vous fais confiance, monsieur », avec une voix qui tremblait de peur que cette confiance ne soit trahie. Quand les premiers rayons de soleil entrèrent par les fenêtres, Émeraude bougea. Ses yeux s'ouvrirent, confus, puis s'écarquillèrent en se souvenant. Elle vit Luc toujours là, marqué par la fatigue, et quelque chose changea dans son expression. « Vous êtes resté, » murmura-t-elle, une admiration authentique dans chaque mot. « Toute la nuit, vous êtes vraiment resté. »« J'ai promis de prendre soin de vous, » répondit Luc, quelque chose de nouveau dans sa voix, quelque chose de plus doux. « Et je tiens toujours mes promesses, Émeraude. » Ce fut la première fois qu'il utilisa son nom, non pas « esclave », non pas « vous », mais « Émeraude ». Et le son de son propre nom, prononcé avec un tel respect, fit couler des larmes silencieuses.
Luc tendit la main pour essuyer ses larmes, mais s'arrêta au milieu du mouvement, conscient des limites invisibles. Sa main resta suspendue une seconde éternelle, tremblante, avant de retomber. Mais Émeraude avait vu le geste, vu l'intention, l'hésitation, le soin. Et dans ce mouvement incomplet, elle vit qu'il la percevait, non comme une propriété, mais comme une personne digne de respect, de limites, de choix. « Comment vous sentez-vous » demanda Luc, la voix rauque. « Ça fait toujours mal, mais c'est différent. C'est une douleur qui va passer. » Elle regarda autour d'elle. « C'est réel ou vais-je me réveiller encore sous cet arbre ?»« C'est réel, » assura Luc, la certitude dans la voix. « Vous êtes en sécurité ici, et je ferai tout pour que cela reste ainsi. » Les 2 jours suivants se passèrent dans une sorte de suspension temporelle. Émeraude se rétablissait graduellement, la fièvre cédant aux soins constants de Luc. Jacques avait apporté des vêtements de la défunte mère de Luc, des robes simples mais dignes. Quand Émeraude enfila la première, une robe blanche avec des broderies bleues, elle resta immobile devant le miroir de longues minutes, touchant le tissu comme si elle n'y croyait pas. « Je ne me reconnais pas », murmura-t-elle, les larmes coulant. « Je n'ai jamais rien porté d'autre que de la toile de coton rugueuse. Je n'ai jamais pensé que je pouvais avoir l'air. »« Vous avez toujours été ainsi, » dit Luc doucement, gardant une distance respectueuse. « On ne vous a juste jamais permis de le voir. » Ce fut le matin du 3e jour que Jacques entra avec une expression tendue, apportant une lettre scellée du blason du commandeur Romain Leclerc. Luc l'ouvrit lentement, ses yeux parcourant les lignes écrites d'une main arrogante. Le commandeur savait. Il exigeait qu'Émeraude soit rendue immédiatement, menaçant d'impliquer les autorités policières. « Que dit-il » demanda Émeraude, pâlissant. « Il exige que vous soyez rendu. Il dit que si vous revenez aujourd'hui, il sera miséricordieux. Seulement 20 coups de fouet publics. Si vous tardez davantage, le châtiment sera exemplaire. » Lut Luc, voix contrôlée mais tendue. Le silence fut assourdissant. Émeraude commença à trembler. « Monsieur, peut-être vaut-il mieux que je retourne maintenant. 20 coups de fouet, je peux supporter. J'ai supporté pire. Mais si j'attends, non. » Luc l'interrompit, voix ferme. « Vous ne retournerez pas, ni aujourd'hui, ni jamais. » Il plia la lettre. « Jacques, envoyez chercher maître Auguste Dubois, le notaire. Dites-lui que c'est urgent et que je paierai le nécessaire. »« Que comptez-vous faire » demanda Jacques. « Je vais acheter sa liberté. Je vais offrir 3 fois la valeur du marché. Les hommes comme Romain Leclerc sont motivés par la cupidité. Il acceptera. » Émeraude le regarda, les yeux écarquillés, traitant à peine les mots. « Mais monsieur, cela va coûter une fortune, et le commandeur a son orgueil. Il pourrait ne pas accepter seulement pour l'argent. Alors je lui donnerai quelque chose au-delà de l'argent. Je lui donnerai la satisfaction d'une transaction publique, témoignée par toute la société de Fort-de-France. Je lui permettrai de raconter, sa voix portait de l'amertume, mais une détermination, la tâche sur ma réputation si nécessaire. La réputation ne saigne pas, ne ressent pas la douleur, ne meurt pas sous le fouet. » Il s'agenouilla à côté d'Émeraude, les yeux au même niveau. « Émeraude, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Si je fais cela, votre vie changera complètement. Vous serez libre, mais la liberté vient avec ses propres défis. Vous devrez construire une vie à partir de rien, mais le choix est le vôtre. Il sera toujours le vôtre. » Des larmes coulaient sur son visage. « Toute ma vie, monsieur. Quelqu'un a décidé pour moi quand je mangeais, quand je dormais, quand mon corps était utilisé. Personne ne m'a jamais demandé ce que je voulais. » Elle toucha légèrement sa main. « Je veux être libre. Je veux avoir un nom qui soit le mien. Je veux me réveiller sans peur. » Luc ferma les yeux brièvement. « Alors vous serez libre. Je ferai en sorte que cela arrive, quel qu'en soit le coût. » Le notaire Auguste Dubois arriva au crépuscule. C'était un homme pragmatique, habitué aux complexités légales de l'esclavage. Luc expliqua tout avec une clarté brutale. « C'est parfaitement légal, » confirma le notaire. « Mais vous comprenez que cela va provoquer un scandale ? Un baron célibataire achetant la liberté d'une jeune esclave, la gardant dans sa maison ? Les gens vont parler.
Qu'il parle, répondit Luc. L'opinion des gens qui profitent de la souffrance d'autrui ne m'intéresse plus. Il posa une lourde bourse d'or sur la table. Rédigez l'offre, 25 000 francs pour l'esclave émeraude. L'offre expire dans 48 heures. Le notaire travailla pendant des heures. Quand il eut terminé, Luc signa d'une écriture ferme et apposa son sceau. Portez ceci personnellement au commandeur à l'aube. Précisez que c'est une transaction strictement commerciale. Je paie 3 fois la valeur du marché. Après le départ du notaire, Luc retourna dans la pièce où Émeraude l'attendait près de la fenêtre, regardant la lune éclairer les champs de canne. C'est fait. Maintenant, nous attendons. Et s'il refuse, demanda-t-elle. La peur était toujours présente. Luc s'approcha, respectant toujours la distance appropriée. Alors nous nous battrons d'autres manières. La loi a des lacunes, mais je crois que le commandeur acceptera. Les hommes comme lui acceptent toujours quand le prix sauve les apparences. Émeraude le regarda longuement. Pourquoi avez-vous changé, monsieur? Pas seulement pour moi, mais vraiment, qu'est-ce qui vous a fait voir les choses différemment? Luc resta silencieux, regardant par la fenêtre. Je ne pense pas avoir tant changé. Je pense que j'ai juste arrêté de faire semblant. Mon père parlait toujours d'abolition, de la façon dont ce système était une blessure morale, mais il était plus facile de l'ignorer, de continuer à en profiter. Il la regarda de nouveau. Mais quand je vous ai vu dans cette boue rouge, quand j'ai vu ces cicatrices, et où quelque chose s'est brisé, l'illusion s'est brisée, et je ne peux plus ne pas voir. Alors, je suis responsable de votre transformation? Demanda Émeraude, presque avec un soupçon d'humour dans la voix. Non, vous êtes seulement responsable d'exister, de survivre, d'avoir le courage de fuir. Il hésita. S'il y a transformation, la responsabilité n'est que la mienne. J'ai choisi de voir, j'ai choisi de ne pas tourner le dos, et je continuerai à faire ce choix chaque jour. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il était rempli de choses non dites, de possibilités, d'un avenir incertain, mais pas complètement sans espoir. « Merci, murmura Émeraude, de me voir, de me faire sentir que j'existe en tant que personne, pas seulement comme un corps qui peut être utilisé et jeté. » Luc acquiesça, ne se fiant pas à sa propre voix, et ils restèrent là, 2 êtres humains séparés par des abîmes sociaux, mais unis temporairement par cette lumière argentée de la lune. Ce silence respectueux, cette fragile espérance que peut-être les choses pouvaient changer. La réponse du commandeur Romain Leclerc arriva le lendemain matin. Luc l'ouvrit seul, lisant les lignes qui confirmaient son intuition. Le commandeur acceptait, mais avec des conditions calculées pour infliger le maximum d'humiliation. Outre les 25 000 francs, il exigeait que la transaction soit effectuée publiquement au bureau du notaire impérial de Fort-de-France, avec lui-même narrant les termes. Il exigeait également des excuses formelles de Luc pour avoir hébergé la propriété d'autrui sans autorisation. C'était le prix de l'orgueil blessé. Luc lut 2 fois, puis plia la lettre. Qu'il en soit ainsi. L'orgueil était un prix trop insignifiant. Il rédigea une réponse acceptant toutes les conditions et fixa la transaction pour 2 jours plus tard. Quand il le dit à Émeraude, elle fondit en larmes. « Ça va vraiment arriver, je vais être libre, vraiment libre. » Le mot sortit étranger de sa bouche. « Oui, » confirma Luc d'une voix ferme. « Dans 2 jours, vous aurez un document signé déclarant que vous n'appartenez qu'à vous-même. » Émeraude s'assit sur le banc du jardin. Ses mains tremblaient. « J'ai peur. Toute ma vie a été décidée par d'autres, et maintenant je ne sais rien. Je ne sais pas comment on vit quand on est libre. » Luc s'assit à côté, gardant une distance respectueuse. Personne ne sait complètement qui il est. La liberté, c'est justement cela. Le droit de découvrir, de se tromper, de réessayer. Vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez. « Et après » demanda-t-elle. « Où vais-je? Que fais-je? Ce que vous voulez. Vous pouvez aller où vous voulez, commencer une nouvelle vie. » Il hésita. « Ou vous pouvez rester ici si vous le souhaitez, non pas comme esclave, mais comme personne libre qui travaille pour un salaire juste.
L'institutrice de l'école a besoin d'aide, si cela vous intéresse d'apprendre à lire et écrire. Pourquoi feriez-vous cela? Émeraude l'interrompit. Confusion sincère. Pourquoi m'offririez-vous cela? Vous avez déjà tant fait. Luc affronta la vérité. Parce qu'en vous sauvant, j'ai aussi sauvé quelque chose en moi, quelque chose qui mourait sous le poids de la complaisance. Vous m'avez montré qu'il est encore possible de choisir différemment, et je veux continuer à faire ces choix. Je voudrais rester, dit-elle finalement, la voix étranglée mais plus ferme. Je voudrais apprendre à lire, à enseigner à d'autres. Je voudrais être près de quelqu'un qui me rappelle que je suis humaine. Le jour de la transaction se leva clair. Luc prépara sa meilleure calèche, revêtit son habit le plus formel. Émeraude portait la robe blanche brodée et un châle de dentelle qui transformait complètement son apparence. Pendant le voyage jusqu'à Fort-de-France, ils conversèrent un peu. Émeraude regardait par la fenêtre, observant le paysage. Champs de canne, la rivière lézarde. C'était comme si elle mémorisait tout, gravant chaque détail de ce jour qui diviserait sa vie en un avant et un après. Le bureau du notaire impérial était bondé. Tous voulaient être témoins du scandale. Luc sentit les regards, entendit les murmures, mais garda une expression impassible tandis qu'il offrait son bras à Émeraude. Le commandeur Romain Leclerc était déjà là, entouré de ses partisans. Quand il vit Émeraude entrer vêtue comme une dame, son visage devint écarlate de rage. « Alors, dit-il à voix haute pour que tous entendent, la fugitive revient, vêtue de soies et de dentelles, comme si elle était une vraie personne. » Il marcha jusqu'à se tenir juste devant elle, si près qu'elle pouvait sentir son souffle. « Vous pensiez pouvoir me fuir ? Vous pensiez que quelqu'un se soucierait d'une esclave usée, brisée ?» Le silence était absolu. Tous attendèrent de voir comment Émeraude réagirait, mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Émeraude releva le menton. Ses yeux rencontrèrent ceux du commandeur sans dévier, sans baisser la tête. « Je ne vous ai pas fui, monsieur, » dit-elle d'une voix basse mais claire comme du cristal. « J'ai fui la mort. J'ai fui d'être détruite petit à petit. Et j'ai découvert que je vaux plus que ce que vous m'avez jamais permis de penser. » Le visage du commandeur devint violet. Il leva la main comme s'il allait la gifler. Mais Luc se déplaça rapidement, se plaçant entre eux, bloquant le coup. « Touchez-la, » dit Luc d'une voix basse, mais chargée d'une menace mortelle. « Et cette transaction prend fin maintenant. Touchez-la et j'utiliserai chaque gramme d'influence que j'ai pour détruire tout ce que vous avez construit. » Le commandeur recula, un calcul froid remplaçant la rage. Il savait qu'il ne pouvait pas faire une plus grande scène, pas quand tant d'argent était en jeu. « Très bien, gardez-la, vous vous méritez l'un l'autre. » Maître Auguste Dubois, le notaire, intervint rapidement. « Messieurs, procédons à la transaction légale. » Sa voix rétablit l'ordre. Le processus fut rapide. Le commandeur signa d'une écriture furieuse. Luc remit les pièces d'or qui furent comptées publiquement, chacune tintant comme une cloche annonçant le changement. Et puis vint le moment le plus important. Le notaire prit l'acte d'affranchissement et d'une écriture soignée, il écrivit « Je déclare que mademoiselle Émeraude, âgée d'environ 22 ans, originaire de la Martinique, est dorénavant libre et exempte de toute forme d'esclavage ou de sujétion. » Quand il eut terminé, il appliqua le sceau impérial officiel, une marque de cire rouge. Rouge comme cette boue qui avait recouvert Émeraude le jour où elle avait failli mourir, mais maintenant rouge comme un symbole de vie nouvelle. « Mademoiselle Émeraude, » dit le notaire, et ce mademoiselle fit naître les larmes. « Ce document est le vôtre. Gardez-le précieusement, car il est la preuve légale de votre liberté. » Les mains d'Émeraude tremblèrent tellement que Luc dut lui tenir le bras pour la soutenir. Elle regarda le document, les mots qui la transformaient d'une chose en une personne. « C'est le mien, » murmura-t-elle, touchant le papier avec révérence. « Je suis libre. » Et puis elle commença à rire. Un rire mêlé de sanglots et de larmes, un son de joie pure qui résonna dans les murs et fit même ressentir quelque chose au plus cynique. Le commandeur prit sa bourse d'or et partit sans se retourner.
Les témoins commencèrent à se disperser, murmurant. Mais Luc ne s'en souciait pas. Il n'avait Dieu que pour Émeraude, pour ce visage qui montrait enfin quelque chose au-delà de la douleur. Il montrait de l'espoir, il montrait de la vie. « Rentrons à la maison ?» demanda-t-il doucement. Émeraude le regarda, quelque chose de nouveau dans ses yeux. Non plus une gratitude désespérée, mais quelque chose de plus profond, de plus égal. « Oui, rentrons à la maison. » Cette histoire nous enseigne que la véritable transformation ne se produit jamais sans douleur, sans confrontation avec nos propres complicités, sans un moment pour voir réellement la souffrance que notre indifférence a causée. Le baron Luc n'est pas devenu un héros, il est devenu un homme conscient de ses erreurs et prêt à entamer un chemin de changement qui durerait toute une vie. Émeraude nous enseigne que survivre ne suffit pas, qu'il existe une différence cruciale entre exister et vivre, que la liberté n'est pas seulement un papier signé, mais un choix quotidien de ne pas laisser la douleur du passé déterminer qui nous sommes dans le présent. Que les cicatrices peuvent être des cartes de survie au lieu de marques de honte. L'histoire nous montre que l'amour véritable ne peut exister qu'entre égaux. Non pas quand l'un sauve l'autre par pitié, mais quand deux êtres humains choisissent de marcher côte à côte, reconnaissant pleinement l'humanité de l'autre. Luc n'a pas sauvé Émeraude pour la posséder, il l'a sauvée pour la libérer. Enfin, l'histoire nous rappelle que le changement systémique commence par des choix individuels. Luc ne pouvait pas mettre fin à l'esclavage seul, mais il pouvait transformer la façon dont il traitait les personnes sous son pouvoir. De petits actes de bonté, multipliés au fil du temps, créent des vagues qui finissent par changer les marées. Et peut-être le plus important, il n'est jamais trop tard pour voir, vraiment voir, et choisir différemment. Que 38 ans de complaisance ne condamnent pas une personne à 38 autres années de la même chose. Qu'un moment de véritable conscience peut être le début de tout un voyage de rédemption. Car au final, nous sommes définis non par ce que nous avons été forcés d'être, mais par ce que nous choisissons de devenir, lorsque nous avons enfin le choix. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre pouce bleu, c'est très important pour moi, et laissez un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Je les lis tous avec beaucoup d'attention. Une autre vidéo apparaît ici sur votre écran. Cliquez dessus. On se retrouve de l'autre côté.